content de te retrouver pour parler de l'argent, de l'or également dans un premier temps. C'est de la folie ce qui se passe. On a une explosion. Là, on est en pleine ascension parabolique. Il doit se passer des trucs de fou, mais c'est quand même un marché colossal. C'est des actifs avec des gros intérêts en jeu. Il y a des grosses mains. Le marché des matières premières, c'est pas de la rigolade. Il se passe des choses également sur les dérivés. Donc là, on est vraiment dans une période assez folle. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, on peut dire que l'année 2026 démarre assez fort en termes d'actions sur les marchés, je trouve, que ce soit à la fois sur les actions, mais aussi sur l'ensemble des métaux précieux, que ce soit vraiment l'argent métal, le métal jaune, le cuivre, le palladium, le platinium, bref, l'ensemble des métaux précieux explose. Et effectivement, celui qui attire notre attention, c'est l'argent métal. Pour le coup, on a dépassé, comme tu l'as souligné, un seuil symbolique, le seuil psychologique des 100 $. Et effectivement, on a ce fameux mouvement un peu parabolique et on se demande jusqu'où ça peut aller. Est-ce que cette hausse est encore tenable pour les prochaines semaines? Est-ce qu'il faut rentrer maintenant sur le marché? En tout cas, c'est vrai qu'on a une ascension quand même assez exponentielle de l'argent métal. Mais d'un côté, on a aussi des facteurs en fait qui plaident clairement pour cette hausse pour l'instant, que ce soit la politique monétaire de Donald Trump, que ce soit la pénurie d'argent métal un peu partout dans le monde, avec une demande forte de la part de l'Inde notamment. Un contexte tendu avec une période, je dirais, d'incertitude, notamment avec la géopolitique et les États-Unis qui montrent un peu les gros bras depuis le début de l'année. Donc forcément, on a ce petit cocktail là assez explosif sur l'ensemble des marchés qui fait que on a des opérateurs qui achètent, mais alors massivement, des métaux précieux. Ça avait déjà commencé en 2024-2025. Mais là, en 2026, on attaque effectivement très fort sur les marchés avec déjà des hausses de plus de 25, plus de 30% pour l'ensemble des métaux. 2025, pour moi, était déjà l'année des métaux précieux. C'est une classe d'actifs que j'ai énormément joué dans mon trading et dans mes investissements. Je sais que beaucoup de regards étaient tournés vers la tech, notamment vers Nvidia. Et moi, j'ai commencé à me concentrer sur les métaux dès 2024 et surtout en 2025. Je tire ma performance essentiellement de cette classe d'actifs en 2025. Et aujourd'hui, on continue à battre des records. Alors déjà en 2025, on a Trump qui arrive au pouvoir. Les tarifs douaniers, forcément, ont créé de la volatilité sur les marchés, de l'incertitude, et Donald Trump est aussi imprévisible. Donc tout ce que détestent les marchés, finalement. Surtout l'incertitude. Suite à ça, on constate qu'on a eu, je crois, une hausse des métaux précieux, je crois, de 140% pour l'argent métal en 2025 et plus de 67% pour la relique barbare, pareil en 2025. Donc des performances quand même déjà extraordinaires qu'on n'avait pas vues depuis des décennies. Et là, cette année, on rattaque aussi très fort, je trouve, sur ces classes d'actifs, étant donné que Donald Trump, de nouveau, brandit un peu une nouvelle fois ces menaces de tarifs douaniers, étant donné qu'il cherche à s'accaparer le Groenland. Donc forcément, à chaque fois que Donald Trump est imprévisible et qu'il fait des menaces à ses alliés, on cherche à se couvrir. Les opérateurs achètent massivement de l'or et des métaux précieux à cause, ou grâce, j'ai envie de dire, à cause de cette grenade Trump qui est explosive à mon goût. Ensuite, on a quand même, je trouve, un bouclier. L'argent et l'once d'or, on représente quand même un bouclier ultra performant. Ce qui est étonnant, dans le sens où on pourrait croire que l'or est une valeur refuge. Et pareil pour le métal, l'argent métal. Et ce qui est étonnant, c'est de voir le S&P 500, le Nasdaq et les autres indices grimper et aussi l'ensemble des indices, enfin l'ensemble des métaux précieux, eux aussi grimper. Si on regarde la performance en 2024 des métaux précieux et en 2025 des indices et des métaux précieux, les indices montent et les métaux précieux aussi. Donc, ça peut paraître un peu
bizarre de se dire, mais normalement c'est censé être des actifs un peu refuge, et aujourd'hui plus du tout. On a des actifs, je trouve, en fait, ultra performants, dans le sens où, le S&P 500 et les métaux précieux peuvent très bien monter tous les 2 aussi et évoluer en tandem. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant depuis, qu'on a démarré ce cycle sur l'ensemble des métaux précieux, qui pour moi a démarré déjà avec, au moment du Covid, surtout à la fin du Covid, mais qui s'est vraiment accéléré à partir de 2022-2023 sur, sur l'once d'or particulièrement. Donc, on a un bouclier qui est ultra performant, donc à ne pas négliger, notamment si on décide de jouer des minières. Il faut savoir que les minières, ce sont un peu des sociétés cotées sur lesquelles on peut se positionner, qui sont généralement cotées soit au Canada, soit sur le New York Stock Exchange. Et l'avantage de ces minières, c'est que quand on a des convictions plutôt fortes, eh ben, ça permet d'avoir de l'effet de levier, dans le sens où, on a des minières l'année dernière qui ont fait 200, 300, 400% de performance et personne n'en a parlé. Honnêtement, j'étais mais surpris et stupéfait de voir ça. Tout le monde tous les regards étaient tournés vers, Nvidia, des valeurs de la tech, Alphabet, mais tout le monde oubliait de regarder l'essentiel, à savoir ces petites minières, même des grosses minières qui explosaient et affichaient de bien meilleures performances que les big tech. Et là aujourd'hui où ça commence à exploser, les métaux précieux, on a pas mal de personnes qui commencent maintenant, seulement maintenant, en fait, à s'intéresser aux métaux précieux. Et c'est là où je me dis, ah attention, on a peut-être un point de marché. Ça fait 2 ans qu'on a un marché extraordinaire sur l'ensemble des métaux. Et maintenant que tout le monde en parle, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas atteint un sommet, du moins à court terme? On aura le temps de revoir un peu ça un peu plus tard, surtout dans la partie graphique, pour faire le point, savoir si est-ce qu'on a un top de marché, est-ce que cette ascension parabolique peut tenir. Mais en tout cas, je voulais revenir effectivement sur le fait que, il faut pas négliger ces actifs, car ils sont ultra performants et si on les joue en plus avec, des minières cotées, je pense, à Alamos, à Newmont, à Artemis, à IAMGOLD, enfin bref, je pourrais montrer plein de minières cotées dans la partie technique. On peut faire vraiment de très, très belles performances, sur le marché en fait. Et elles n'ont pas à rougir du Nasdaq. Donc pour moi, vraiment, je trouve que pour l'instant, avoir de l'argent et de l'or dans son portefeuille, c'est être diversifié, mais c'est aussi être, performant, voire même surperformant. Parce que ces métaux précieux actuellement surperforment, l'indice de référence mondial qui est, le S&P 500. Maintenant, si on prend un peu de recul sur l'année 2025 justement, et quelqu'un qui aurait investi 1000 dollars sur le S&P 500, il aurait gagné 1165 dollars, donc 165 dollars. Sur l'once d'or, eh ben, ça représente quand même un gain de 1670 dollars, donc une hausse de plus de 67% pour l'once d'or en 2025. Et sur le silver, quelqu'un qui aurait placé 1000 dollars sur l'argent métal, il aurait quand même fait un beau gain de 2470 dollars, soit une hausse de 147%. Maintenant, est-ce que cette hausse est tenable dans le temps? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que, comme je te le disais en introduction, on a un cocktail qui est plutôt bon sur l'ensemble des marchés, que ce soit les incertitudes liées avec Donald Trump, les baisses d'auto en cours de route depuis maintenant 2 ans via la BCE et la Fed, un contexte géopolitique tendu, que ce soit la guerre en Ukraine, Gaza, Israël, les tensions avec les Russes, un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner, en train de se mettre en place, une fracture majeure avec ses alliés, notamment pour les États-Unis, et enfin un dollar qui lui est quand même en chute libre. Je rappelle que l'euro-dollar, en tout cas l'euro s'est apprécié de 15% en 2025. C'est énorme. C'est rare d'avoir une telle dépréciation du dollar en si peu de temps. Mais là, on le voit justement, on l'a vu en ce début de semaine, en tout cas quand Donald Trump a une nouvelle fois a dit si le Canada fait un deal avec la Chine, j'impose 100% de droits de douane. Bon, résultat, les métaux précieux se sont de nouveau envolés et l'euro-dollar a même tapé les 1,20. Donc forcément, généralement, quand il y a une dépréciation du dollar, les métaux précieux ont aussi tendance à s'apprécier. Maintenant,
J'ai le sentiment que 2026 pourrait être aussi un grand cru pour les métaux précieux. En tout cas, actuellement, c'est la classe d'actifs à surveiller avec le secteur de l'uranium. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire les mêmes performances qu'en 2025? J'en suis pas si sûr. Voilà, c'est ça que je voulais surtout retenir, dans le sens où faut pas oublier que le cycle haussier des métaux précieux a déjà débuté. Et j'ai l'impression que pour certains, en tout cas, certains se réveillent à peine et se disent: «C'est maintenant qu'il faut acheter de l'or et des métaux précieux». J'ai l'impression que là, c'est plutôt le FOMO, la fear of missing out, donc la peur de rater l'opportunité qui fait que les gens, courent après le papier et se disent: «Faut que j'achète», et généralement, c'est à ce moment-là qu'on fait de mauvaises affaires et qu'on achète sûrement un top de marché. Pour ma part, je trouve que on verra dans la partie graphique, mais on a des on a une ascension parabolique sur pas mal, de métaux précieux, en tout cas sur, l'or et l'argent. Une correction serait la bienvenue, très clairement, et même si on perdait 20 ou 30, en fait, on resterait toujours dans une tendance haussière. Donc on aura l'occasion de voir ça juste après, mais la hausse est tellement, impressionnante, vertigineuse, que même une correction de 10, 15, 20, ça remettrait pas du tout en cause la tendance de long terme, et au contraire, ce serait même plutôt des points d'entrée intéressants, pour se positionner dessus en 2026. Mais je pense pas que maintenant, tout de suite, aujourd'hui, là, à 120 bientôt, le silver, l'argent métal et l'once d'or à quasiment 5 400 $, ce soit une opportunité d'achat légendaire. En tout cas, c'est mon point de vue. Par contre, sur repli, effectivement, ça pourrait devenir intéressant. Comme je te le disais, bon, la politique de Donald Trump fait vraiment flamber l'ensemble des métaux précieux. Alors, il n'y a pas que ça non plus. On subit aussi une pénurie sur l'argent métal, avec une forte demande en Inde. Je sais que le trading en Chine sur l'once d'or est incroyable. On a une volatilité extrêmement élevée. On a des banquiers centraux qui accumulent aussi massivement de l'or. On a un contexte géopolitique qui est tendu, avec Donald Trump qui sort les gros bras, qui essaye d'intimider un peu ses alliés. Un contexte toujours tendu avec les Russes et la guerre en Ukraine, qui n'arrive pas à se résoudre, même si soi-disant tout le monde voudrait la paix. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas la paix. Donald Trump qui a capturé le président du Venezuela, qui prévoit maintenant d'attaquer l'Iran, en tout cas s'ils sont pas prêts à céder sur le nucléaire, de déployer des paquebots, des navires pour intimider de nouveau. Un contexte toujours très tendu à Gaza. Bref, si on regarde aux quatre coins de la planète, il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude, il y a de la nervosité, il y a du doute, et on a du mal à naviguer dans ces conditions-là. Et de ce fait, aussi étonnant que cela puisse paraître de nouveau, on a des indices qui continuent de grimper. Si on regarde le S&P, bon, on a tapé les 7000 points tout à l'heure, au moment où on enregistre, où on fait ce live. Mais on a des opérateurs qui cherchent à se couvrir. On sent qu'on a des opérateurs qui veulent accumuler de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc ça a débuté, je trouve, depuis le Covid, en tout cas, avec l'impression, les injections monétaires pharaoniques. Mais là, on est plus dans un contexte où on a des opérateurs, j'ai l'impression, qui cherchent à se protéger au vu du doute et de l'incertitude pesante depuis, j'ai envie de dire, en fait, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. On a bien plus de volatilité, on n'en avait pas autant avec Joe Biden, enfin pas aussi rapidement. Donc forcément, ça explique ces mouvements un peu brusques et aussi hallucinants qu'on peut avoir sur cette classe d'actifs. Quand je vois qu'en début de semaine, l'argent métal prend 12%, mais c'est du jamais vu depuis des décennies, en fait. Ça va être historique ce qu'on est en train de vivre, vraiment. J'ai hâte de voir comment on va dans les livres d'histoire, comment ce sera raconté, parce qu'une telle hausse comme ça sur les métaux précieux, faut remonter à 2011 ou à 1979.
Donc, hâte de voir la suite et l'avenir nous dira si effectivement c'était un bull run extraordinaire qu'on a eu ou au contraire on a tendu l'élastique et à un moment donné quand ça va lâcher, je pense que certains sont pas prêts mais on va perdre 10, 15 voire même 20% en une journée. Et on l'a déjà eu sur le Palladium, par exemple. Moi qui suis l'ensemble des métaux, le Palladium, à la fin de l'année en décembre, déjà hier, il a perdu 15% en une séance, et au mois de décembre, en 3 séances, il a perdu 30%. Et il est même pas, je trouve, dans la stratosphère, le Palladium. Il évolue sur des niveaux plutôt corrects, mais il est capable de corriger déjà de 30% en 3 jours. Je me dis, bon, bah, l'argent métal, le jour, il va corriger. Attention, il va pas corriger de 2 ou 3%. Ça va vraiment être une correction assez violente, d'où l'intérêt de vraiment bien travailler ces zones d'intervention pour pas se faire avoir et essayer d'avoir des points d'entrée aux petits oignons. J'étais en Maintenant, train de regarder quelle est la capitalisation boursière de l'argent, parce que l'or, si on le considère en tant qu'actif, c'est 15 000 milliards, je crois. c'est 15 000 l'or. milliards l'or. Ouais, il me semble que c'est 15 000 milliards Et l'or l'argent, et je dirais 5 000. parce que ça doit beaucoup bouger en ce moment. Du coup, il y aura un rapport de 1 pour 3 entre l'argent et l'or. Ok, c'est colossal, ouais. C'est vrai que de telles variations de plusieurs dizaines de pourcents en quelques semaines sur des actifs aussi importants, c'est impressionnant. Ouais. Alors l'or, je sais que c'est l'un des plus gros actifs. Alors j'ai regardé, c'était il y a déjà quelques semaines, quelques mois, je sais que c'était aux alentours de 15 000, mais si tu me dis 20 000 milliards, je serais pas étonné. Et le silver, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais la capitalisation était quand même bien plus petite. Mais c'est vrai que là, étant donné que ça a doublé, on est passé, je m'en souviens, à la fin, début décembre, fin novembre, on était à peine à 55 $, quelque chose comme ça. Et on a doublé en l'espace de 2 mois. Donc oui, la capitalisation a dû aussi, elle, ouais, sûrement doubler, voire même tripler en très peu de temps. Mais je serais curieux d'avoir le chiffre exact. Mais oui, la capitalisation boursière en tout cas de l'argent et métal, est bien en dessous de celle du métal jaune. Ouais, je viens de checker avec ChatGPT, je sais pas dans quelle mesure c'est à jour, parce qu'en ce moment, on a de telles variations jour après jour que si ce n'est que ce soit des données d'il y a une semaine ou deux, ça aura changé, mais on parle de 6,3, donc 6300 milliards de dollars de Bah, capitalisation pour l'argent, ouais. j'étais pas loin, C'est ça. effectivement. Ouais, c'est ça. Mais ça va tellement vite que je pense que s'il prend 10%, il doit prendre 600 milliards de capitalisation d'un coup. Oui, on a une volatilité qui est telle, enfin, qui est hallucinante. Et honnêtement, ça faisait, mais je crois depuis que je suis sur les marchés financiers que j'avais pas vu une telle volatilité sur cette classe d'actifs, en tout cas sur l'ensemble des métaux précieux. À la hausse, comme à la baisse, comme ça peut corriger de temps en temps, notamment sur le palladium. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, moi, c'est aussi la saisonnalité que je regarde. Et si on regarde cette saisonnalité, eh bien, on a été réglé comme du papier à musique, dans le sens où la hausse, elle a bien démarré fin décembre, fin novembre, fin décembre, donc début de la hausse, notamment sur l'once d'or et l'argent silver, et gros rallye durant le mois de janvier-février, c'est généralement les meilleurs mois de l'année pour le métal jaune. Bon, qui dit hausse du métal jaune, généralement, l'argent métal suit lui aussi. Mais là, je trouvais qu'on avait vraiment une saisonnalité qui a été parfaitement respectée. Donc, si on suit un peu ce graphique, on pourrait se dire, bon, ça pourrait encore grimper, tu vois, l'argent et la relique barbare. Mais jusqu'à où? Ça, c'est un peu la grande question. Moi, j'avais comme objectif, par exemple, sur le métal jaune pour la fin de l'année 2026, 5 500 $. C'était un peu ma cible. Et on est déjà à 5 300 $. Bon, c'est quand même une hausse depuis la fin de l'année 2025. On est déjà en seulement un mois, il y a déjà une hausse de plus de 20%. C'est quand même énorme de se dire plus de 20% en même pas un mois de bourse. Je rappelle qu'en 2025, l'once d'or a fait une performance de plus de 60. Là, on est déjà à plus de 21. Alors oui, le contexte est extrêmement favorable, mais est-ce que cette hausse va être tenable tout au long de l'année? Ça, j'en suis moins sûr, très clairement. Ça, j'en suis moins sûr, d'où l'intérêt de ne pas se précipiter, encore une fois, sur les marchés. Et certes, il faut aller là où se passe l'action, mais faire aussi attention à ce que l'action ne soit pas presque terminée ou déjà terminée. Voilà, faut pas arriver après la guerre. Là, vraiment, qu'on voit une telle hausse,
c'est difficile de se dire on va encore gagner 30 ou 40% cette année. Je pense qu'il faut aussi être réaliste et qu'à un moment donné, le retour de bâton va être violent. En tout cas, je préfère toujours une hausse selon la théorie de Charles Dow, qui nous dit des creux et des sommets de plus en plus hauts. Pour moi, ça, c'est une tendance saine, une structure saine. À partir du moment où on forme une échelle logarithmique et que c'est exponentiel, ça, c'est une hausse parabolique, dite euphorique, alimentée par le FOMO, et généralement, ça fait pas bon ménage. Et à la fin, il y a de la casse. Et pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je constate sur l'ensemble des métaux précieux, à ce jour. Pour finir, en bourse, on dit souvent que l'histoire ne se répète pas, mais parfois elle rime. Et effectivement, comme je te le disais juste avant, on a une parabole qui est en train de se construire sur le gold et sur l'argent silver, mais il faut pas oublier que les grosses hausses derrière, on a eu aussi de grosses baisses. Si on regarde en 1980, voilà, hausse de 400%, correction de 50%. Ensuite, nouveau rallye de plus de 150%, correction de 43%. Et là, fin 2025, quand j'ai récupéré ce graphique, on était à plus de 85%. Et actuellement, si je prends le point bas de 2025, à ce jour où on enregistre, on est déjà à plus de 110% de hausse. Donc, une correction serait légitime. Et je trouve, et on commence à voir fleurir un peu partout sur les réseaux, voilà, le sentiment de l'euphorie. Ça y est, on est de nouveau riche, on a atteint la lune, ça ne peut que monter, le contexte est ultra favorable. Et personnellement, c'est dans ces moments-là où moi j'ai envie d'être contrariant et faire l'inverse de la foule. Car la foule se trompe tout le temps en bourse, on le sait. 80, voire même 90% des investisseurs sont perdants sur les marchés. Donc si on fait ce que fait la foule, on perd, généralement. D'où mon invitation à la prudence, dans le sens où il fallait surfer sur cette vague en trend following pour moi, depuis maintenant 2022, 2023, 2024, 2025. 2026, il y aura encore du potentiel, mais le plus gros a été fait. Et se dire que ça y est, c'est bon, c'est le nouvel Eldorado, all-in maintenant sur les métaux précieux, ça ne peut que monter. Attention à ne pas se prendre une tarte derrière, parce que ça pourrait vraiment faire très mal. Et c'est ça le gros sujet, j'ai envie de dire, du jour, justement, de savoir si oui ou non on va avoir une correction violente sur cette classe d'actifs. Mais, comme je te disais en introduction, même si on a une correction de 30%, si on regarde juste après dans la partie graphique, ça remettrait mais pas du tout en fait en cause la dynamique de long terme. Et moi, je serais plutôt content d'avoir une correction de 20-30% sur cette classe d'actifs pour pouvoir me repositionner sur de belles valeurs, sur de belles sociétés minières cotées, pour jouer ensuite une nouvelle vague de hausse, mais dans un environnement un peu plus sain, moins euphorique, lorsqu'on aura un peu purgé tous les acheteurs de la dernière minute. Voilà. Donc les acheteurs qui vont rentrer au dernier moment vont paniquer dans la correction, vont vendre, et au moment où tout le monde va vendre et paniquer, c'est généralement là qu'on fait de bonnes affaires, qu'on a des prix bas et qu'on peut jouer une nouvelle jambe de hausse, une nouvelle vague de jambes, enfin en tout cas il y a un nouveau cycle, pas un nouveau cycle, mais un prolongement de ce cycle haussier, si le contexte reste tel qu'il est, à savoir porteur via un dollar faible, des baisses de taux toujours à venir, un contexte géopolitique tendu et une fracture entre les États-Unis et l'Europe. Si je résume ton point de vue, c'est trop tard pour rentrer sur les cours actuels. La volatilité là va perdurer au fil des prochains jours, des prochaines semaines. Globalement, c'est ça ton point de vue, Joris. Et du coup, deux types de clients, enfin deux types de traders, d'investisseurs, de clients de courtiers ou de brokers, ceux qui sont déjà sur ces métaux précieux depuis quelques années. Est-ce que c'est le moment de sortir? Souvent, c'est pour une partie, en tout cas, d'investisseurs, un trade, un investissement de conviction. Donc, ces gens-là, là, ils sont face à des hausses vraiment remarquables. Je sais que pas mal d'auditeurs de vidéos bourse sont acheteurs de métaux précieux depuis longtemps. Il y a certains qui me
font des retours, il y en a que je vais voir prochainement. Et qu'est-ce qu'on fait en fait si on est investisseur depuis plusieurs années sur l'or et l'argent et qu'on a démultiplié son capital en quelques mois, quelques semaines? En fait, déjà, il faut dissocier deux choses. Est-ce qu'on est investisseur papier ou investisseur physique? Et là, il y a une nuance hyper importante pour moi à faire. Si on est investisseur papier, j'estime qu'il faut prendre des bénéfices, sécuriser, remonter ses stops, alléger, mais diminuer en tout cas son exposition aux métaux précieux. Alors, tout dépend du point d'entrée. Si quelqu'un est rentré depuis 2005-2010, oui, il doit avoir un super point d'entrée. Pour lui, une correction de 30%, c'est rien du tout. Mais pour celles et ceux qui sont rentrés plus récemment et qui ont déjà des gains importants, plus 50, plus 80, se prendre 30%, alors on est toujours en gain, mais psychologiquement c'est dur. Honnêtement, pour faire du trading, depuis pas mal de temps, 30% dans le portefeuille, qu'on a une belle ligne, un beau gain et qu'on prend 30% de perte sur le portefeuille en 3 jours de cette ligne, ouais, ça touche un petit peu le moral. Donc c'est important de se payer, ça fait du bien au cerveau, d'alléger, de ne pas se précipiter. Pour moi, je considère que la hausse maintenant est limitée. Et donc pour celles et ceux qui ont investi effectivement sur le papier, je pense que c'est une bonne période pour commencer à encaisser et à prendre des bénéfices. Remonter les stops, sécuriser et se dire dégager des liquidités pour aller sur d'autres marchés où il y aura de l'action. Peut-être d'autres classes d'actifs, je sais pas, l'uranium, la défense, que sais-je. Mais j'ai le sentiment que à moyen court terme, en tout cas, cette hausse n'est pas tenable et qu'elle est limitée. Maintenant, si on prend l'exemple de celles et ceux qui sont investis, mais sur les métaux physiques, là, pour moi, les questions ne se posent même pas. On garde. On garde parce que ça, c'est généralement des investisseurs de très long terme qui cherchent potentiellement à faire de la transmission de patrimoine. Et je pense très certainement que dans 10 ans, l'once d'or sera à 10 000 $. Peut-être même moins de 10 ans. Je serais pas étonné qu'on tape les 10 000 $, voire même les 15 000 $ dans 10 ans sur le métal jaune. Donc là, bien évidemment, pour moi, celles et ceux qui sont investis en papier, c'est le moment de prendre des bénéfices, encaisser et d'allouer ces liquidités ailleurs dans leur portefeuille. Par contre, si on détient des métaux physiques, on garde parce qu'on est dans une optique de long terme, de protection contre ces monnaies qui ne valent quasiment plus rien. Pour moi, c'est ça. On n'achète pas de l'or pour devenir riche. On achète des métaux précieux pour ne pas devenir pauvre. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment cette nuance-là où il faut faire la différence. Et quelqu'un, voilà, qui pour moi détient ces métaux-là, il n'y a même pas de question à se poser, en fait. C'est on garde, soit dans une optique de transmission, soit dans une optique de protection, soit pour plein de choses. Ce sera un peu comme le Bitcoin. On ne sait jamais si demain les monnaies fiat, ça vaut rien du tout, ça vaut que dalle, ça va à zéro à cause des banquiers centraux. On aura quelque chose de tangible, à savoir l'or. Et on sera content d'avoir gardé ça sous le pied dans la cabane au fond du jardin ou sous le cerisier, tu vois. De manière générale, sur les matières premières et sur les métaux précieux, il peut y avoir des phénomènes de corner, il y a des gros enjeux, donc il y a en ce moment forcément des hedge funds, des grosses mains qui se retrouvent bloquées, sûrement des investissements à levier au travers de produits dérivés, d'options de futurs, vers des problématiques de livraison, donc il va se passer des trucs de fou dans les prochains jours, ça fait aucun doute, il va y avoir des à-coups, peut-être que sans même parler du sens, mais vraiment la volatilité là, elle est hors norme, c'est 105% la dernière fois que j'ai checké, volatilité implicite, on parle de volatilité donc annualisée. Sur le futur, il y a des échéances de plus en plus chères au fil des mois et des années à venir. On est en contango, on a une évolution assez normale, mais donc là tout de suite il n'y a pas de signaux de baisse, mais les choses peuvent vraiment se passer rapidement, et pour tout ce qui est spéculation et trading, on va dire plutôt court terme, moi vraiment ce que je recommanderais, c'est de ne pas du tout utiliser d'effet de levier. Je veux dire, là on a une volatilité qui est suffisante pour faire de l'investissement ultra dynamique. Rajouter à ça du levier, c'est quand même une bonne manière de se faire rincer, surtout pour des particuliers qui sont moyennement informés, un peu à l'image de ce qu'on aurait sur crypto, puisque là on a une volatilité qui est démentielle.
Voilà, ne pas jouer du tout avec le levier. C'est ça. Alors, une chose que je voulais te demander par rapport à la spéculation, ou en tout cas à l'investissement, tu disais, toi, sur tes années, donc 2024-2025, tu as beaucoup profité de la hausse des métaux précieux, ce qui a fait une partie de ta performance. Bah, comment tu l'as géré, comment tu l'as joué, au travers de quel type de produit? Est-ce que tu l'as fait via des ETF, via des CFD, plutôt sur quel horizon de temps? Est-ce que tu as appliqué vraiment des tactiques de trading sur quelques journées, ou tu laissais plutôt porter sur plusieurs mois? Alors moi, je laissais porter essentiellement sur plusieurs mois, dans le sens où ma stratégie, globalement, elle s'articule autour du trend following et de là où se passe l'action. Donc j'aime bien vraiment détecter là où va l'argent, suivre l'argent frais, plutôt que d'investir sur des classes d'actifs par conviction. En bourse, si on veut vraiment gagner beaucoup, vite et fort, il faut suivre l'argent et aller tout de suite là où se passe l'action. Et en 2025, c'était la tech, très clairement, les bancaires aussi, et surtout les métaux précieux. Et donc, à partir du moment où on décèle une tendance, faut se dire, très bien, je vais essayer de surfer dessus le plus longtemps possible, tant qu'elle ne se retourne pas ou qu'elle ne montre pas des signes de totale euphorie, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui. Donc, pour ma part, quand j'ai vu que sur voilà l'argent et sur l'once d'or, bah, il y avait pas mal d'actions, qu'il y avait un contexte favorable avec les baisses de taux en 2025, que Trump allait arriver au pouvoir et que déjà il y a 8 ans en arrière, quand il est arrivé au pouvoir, c'était la foire. Je me suis dit, ça va de nouveau être pareil. Résultat, ça n'a pas raté. Et j'ai mis en place plusieurs stratégies sur les métaux précieux, avec soit des ETC. Je pourrais citer par exemple un ETC ou un ETF que j'aime bien, qui est le Wisdom Tree, l'émetteur Wisdom Tree, pour jouer le gold. Alors on peut en plus le jouer en effet de levier, x1, x2, x3. Mais pour ma part, je me suis surtout spécialisé dans les sociétés cotées, donc ces fameuses minières que j'évoquais en introduction. Et j'ai fait énormément de recherches sur ces sociétés-là, heu, parce que ça me permettait en fait de m'exposer à la hausse de l'or, mais avec un effet de levier, finalement. Donc c'était pas plus mal. Et quand l'or prend 60 en 2025, on a des sociétés cotées, des minières qui, elles, prennent entre 120, 200, voire même 300. Donc c'était hyper intéressant de fouiner et de chiner ces petites sociétés minières cotées avec de beaux projets en perspective. Je pourrais citer Montage Gold, je pourrais citer Artemis, des valeurs sur lesquelles je me suis positionné et qui ont offert des gains mais incroyables. Et je trouve qu'en fait c'est intéressant de construire un portefeuille via des sociétés, des minières cotées en fait. Ça permet de s'exposer au gold sans trop de risques, je trouve, d'être diversifié et surtout d'aller chercher de la performance. Et c'est surtout ça le plus important, car moi dans ma stratégie, mon but c'est de battre mon indice de référence qui est le S&P 500. Et donc, le but, c'est de faire du stock picking, de sélectionner les meilleures valeurs, d'aller là où il y a de l'action, là où il y a du flux, et forcément de aussi faire de la performance. Et ces sociétés minières cotées, elles, si on mise un peu sur les bonnes, on peut faire de très beaux gains. Alors, est-ce que tu as des noms de minières à nous citer? Ouais, je pourrais te montrer, hop, tu vois, là j'en ai quelques-unes. Ici, je pourrais te montrer Montage Gold, par exemple, c'est une minière sur laquelle Alors, j'ai attends, parce que positionné. là, à l'écran, j'ai zone bourse, c'est normal? Ah, j'ai pas le bon. Ouais, Hop, partager, c'est bon. nickel. Là, c'est une petite liste, moi, que j'ai de minières que je surveille actuellement. Il y avait Montage Gold, une minière que j'ai jouée au mois d'août, tu vois, par exemple, hein. On a ce genre de minière, Montage Gold, bon, ascension depuis 2025, hein. Si on regarde l'ascension en 2025, je crois que c'est voilà, on est déjà à plus de 500% de performance, mais déjà l'année dernière, elle faisait voilà 375% de hausse. Cette année, elle est déjà à 40%. Personne n'en a parlé, tu vois, sur Twitter, tout le monde était, les yeux étaient rivés sur Alphabet, Nvidia, Palantir. Je voyais que ça, ou des gens qui me parlaient de Total ou des Air Liquide ou du LVMH.
Mais les gens oublient de regarder l'essentiel, en fait. C'est là où se passe l'action et me dire: «Punaise, mais c'est incroyable que les gens s'intéressent seulement maintenant aux métaux précieux». En tout cas, quand je lis des médias, Twitter et compagnie, je vois ça tous les jours, alors que ça a débuté, tu vois, depuis 2024. On a des hausses, mais qui sont juste, énormes. J'avais Alamos aussi dans le portefeuille, Alamos que j'ai joué, 2024, tu vois? Elle prend déjà, 40 en 2024, 100 en 2025. Là, on est déjà à plus de 15. J'ai eu du Kinross, pareil, Kinross, grosse société, je crois qu'elle est canadienne celle-là, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute. Elle est cotée au New York Stock Exchange, peut-être qu'elle est canadienne. Mais on a vraiment eu des hausses incroyables, 200%, là on est encore à plus de 40%. Et une que j'avais en portefeuille, où j'ai joué énormément dessus, c'était Artemis Gold. Voilà. Avec de beaux projets, où je me suis positionné dessus. Aujourd'hui, j'ai vendu une partie de ces gains parce que je trouve que ça devient un peu du grand délire sur l'ensemble des métaux précieux. Mais je pourrais aller aussi voir Newmont. Mais on a vraiment voilà, là il y avait vraiment énormément d'actions depuis fin 2024. Et aujourd'hui, quand je vois ce genre de hausse à la verticale, est-ce que rentrer maintenant sur ce genre de valeur après un tel rallye, un RSI qui est complètement en zone de surachat, qui est extrêmement tendu sur énormément de valeurs, est-ce que c'est un point d'entrée incroyable? Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Je trouve que pour moi, une grosse partie de la hausse a été faite, très clairement. Et que ce genre de mouvement, ce n'est pas sain. Comme je le disais en introduction, j'aime une tendance qui est une succession de creux et de sommets de plus en plus hauts. Ça, c'est une tendance saine, selon la théorie de Charles Dow. Là, on a une tendance qui est juste à la verticale. Sans respiration, sans consolidation, sans rien. Et pour moi, cette hausse n'est pas tenable. Et ça fait penser surtout à un sentiment d'euphorie, de FOMO, tout le monde en parle. Alors peut-être on peut continuer à monter un peu plus haut, hein, je dis pas. Hein. Et je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal. On peut encore peut-être aller chercher à 42, 43, 45. Mais le gain à aller chercher par rapport au risque, bah, en tant que trader, moi je raisonne en fonction d'un risque-reward. Donc risque par rapport à un rendement. Donc ici, le risque-reward, bah, il est excellent. Mais ici, bon, aller chercher encore 15% de hausse au risque de me prendre une tarte à moins 30, je suis pas sûr que d'un point de vue timing et d'un point de vue cycle, ce soit le timing idéal. Tu vois. Pour moi, là, on est plutôt dans une, alors, je dirais pas fin de cycle, mais on n'est pas en début de cycle, très clairement. Pour répondre à la question que je peux voir déjà un peu sur dans les médias, où sommes-nous sur un début de cycle sur les métaux précieux? Non, non, non. Vous avez raté l'essentiel. Le début de cycle était en 2022. Depuis 2022, on a une hausse. Si je reprends l'ensemble des métaux précieux, voilà, ça a débuté pour moi en 2022. Donc on a déjà une hausse de 550% sur l'argent métal. Le silver, ça a débuté, si on prend vraiment 2022, pareil, 230%. Pour moi, c'est pas le début d'un cycle, très clairement. On est plutôt soit dans le milieu, voire même la fin, à mon avis. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est comme repère ma moyenne mobile 50. En fait, je prends la distance des prix par rapport à la moyenne mobile 50. Et si on regarde en données trimestrielles, bon, déjà on a un RSI qui commence à saturer total. Ça fait très longtemps qu'il n'était pas monté aussi haut. Et surtout, comment on sait qu'on est dans un marché très tendu, on va mesurer la distance de nos prix par rapport à la moyenne mobile 50. Et ici, on voit que nos prix, on a un écart de 66%, ce qui est quand même énorme. Même ici, quand l'élastique était ultra tendu, au plus haut, on était monté aussi à 66%. Tu vois? Et derrière, boum, correction. Donc, moi je me dis, attention, j'ai le sentiment que l'élastique se tend.
On peut monter un peu plus haut, pourquoi pas 5005, 5006, 5007, mais je suis pas sûr que ce soit l'opportunité du siècle. En fait, c'est juste ça sur lequel je veux avertir. Pareil, si je me mets en données mensuelles, on regarde la distance par rapport à la Monobile 50, là on est à 54%. Ici au plus haut, on était à 43% en 2011, et si on reprend en 1979, donc 1980, la dernière fois qu'on a eu, là on était monté quand même à 77%, 75%. Mais bon, c'était une période qu'on n'avait pas vue, enfin qu'on n'avait jamais connue auparavant. Mais rien qu'en regardant voilà la distance par rapport à mes Waymo, un RSI qui est autant surchargé, voire des files d'attente dans les bureaux pour acheter de l'or, où il y a une queue interminable, où des gens se ruent pour acheter de l'or. Là, pour moi, c'est vraiment le signe que généralement, voilà, on a les derniers arrivants qui se précipitent, un peu comme c'est le cas, comme c'est le cas pour le Bitcoin quand on est monté à 110, 120 000 $. Beaucoup de personnes pensaient que ça y est, il fallait acheter du Bitcoin. Résultat, aujourd'hui, il a corrigé, il a perdu 15 voire même 20 000 $ depuis ses plus hauts historiques. Donc, prudence pour moi sur l'ensemble des métaux précieux maintenant après une telle hausse. Est-ce qu'on peut aller un peu plus haut? Oui, très clairement. Je pense qu'on peut aller. Moi, j'avais comme cible 5005, tu vois. Si on reprend l'argent métal, bon, là c'est pareil, hein, si on regarde la distance par rapport à la Monobile mensuelle, on est à 73%. Là, au plus haut ici, on était à 64%, 65%. Et au plus haut ici, on est monté à 80, à peu près. 84, 85. Et là, j'ai dit qu'on était à 74. Donc ouais, on pourrait monter à 120, 130. Mais cette hausse-là n'est pas tenable. On peut me dire ce qu'on veut. Et moi, ce que j'aime pas, c'est voilà, ça. Chaque hausse verticale de l'argent métal a donné lieu à une correction ultra violente. À chaque fois. Que ce soit en 1973, boum, ça a corrigé. 1979, 1980, boum, ça a corrigé. 2011, boum, ça a corrigé. Est-ce que 2025, 2026, on n'a pas un top qui va se former et avoir une méga correction derrière? Bah, c'est ça la grande question en fait. C'est ça la grande question. Et donc pour moi, payer ici, bah, hors de question. Par contre, sur repli, pourquoi pas? Pourquoi pas? La vraie question maintenant, ça va être de savoir si quand ça va se replier, bah, on va redescendre à 50 $ ou on va faire un repli pour, hop, on va corriger pour repartir un peu à la hausse, un peu plus haut. Un peu comme ici. Mais bon, généralement, on voit que quand ça corrige, à chaque fois, ça repart pas. Alors, sauf si on est sur un mouvement comme ici, on pourrait avoir une grosse correction et avoir une dernière vague. Mais là, de nouveau, si je prends la distance par rapport à la moyenne mobile 50 en données trimestrielles, là, on est à 80%. Au plus haut, ici, on était monté à 78%. Et là, elle n'existait pas encore, la moyenne mobile trimestrielle, c'était encore trop tôt. Mais pour moi, voilà, j'ai le sentiment qu'on est plus sur des niveaux d'euphorie et de FOMO que sur, comme je te le disais, l'opportunité du siècle. Dans ce cas-là, pour moi, il serait préférable d'attendre un repli. Au moins une correction, peut-être, aux alentours des 90 pour revenir, voire même 80. Tu vois, si on perd 30%, on est toujours haussier selon la théorie de dos. Hein. C'est impressionnant. Hein. Si on suit la théorie de dos des creux et des sommets de plus en plus hauts, pour moi, l'énorme creux, le dernier gros creux qu'on a fait, il est par ici. Voilà. On pourrait perdre 30%, 35%, on serait toujours dans une tendance haussière. Alors, il faudrait qu'on casse, pour moi, la moyenne mobile 50 hebdomadaire, voire même journalière, pour passer dans une tendance baissière. Donc, une correction de 30%, ce serait presque sain et légitime pour mieux repartir et aller chercher un peu plus haut. Voilà. Mais ici, je suis pas sûr qu'il y ait des gros coups à faire. Je trouve que le ratio risque-récompense est plutôt faible. Voilà. Il y a plus de chances de se prendre un grand retour de bâton qu'une nouvelle poussée en direction des 200 $ après une hausse aussi fulgurante.
J'invite nos auditeurs à partager en commentaire leur expérience là sur l'or et l'argent, notamment tous ceux qui sont investis, qui le traitent régulièrement, comment ils vivent. C'est vrai que c'est des périodes intenses. Certains attendent depuis des années et là en quelques mois quand même, ça c'est pas voilà, mais en quelques semaines, quelques jours, ça s'est vraiment accéléré. Et voilà, donc déjà, je vous invite à nous partager vos expériences. N'hésitez pas à rentrer dans le détail tant que vous le souhaitez, voilà, sur le type de produit que vous choisissez, même sur les ETF, les spécificités, si certains jouent des minières justement. Il y a dû y avoir des sacrées histoires là qui se sont jouées, et pour ceux qui sont sur les dérivés. Encore une fois, là, sinon, une fois que cette parenthèse est fermée, pour ceux qui feraient du trading, bah, méfiance, c'est quand même des périodes très particulières, surtout sur les dérivés. Les marges varient grandement, donc franchement, c'est pas à prendre à la légère, et ce type de période avec des volatilités implicites pareilles sont propices à du trading très difficile pour du court terme, vraiment. Et c'est le plus risqué, c'est le plus difficile, le plus exigeant, c'est le trading à court terme. Donc voilà, à pas prendre à la légère. Souvent, on peut être pris comme ça dans le FOMO, tu l'as dit, fear of missing out. Donc on veut en être, mais faut pas y aller à la légère dans les phases de marché extrêmes comme celle-ci. Voilà. Non, tu fais bien de le souligner, effectivement. Là, surtout s'il y a des personnes débutantes qui nous regardent, et de se dire, bon, effectivement, qu'on ait une hausse comme celle-là, avec tout ce que je viens d'expliquer, on voit que le début de la hausse, elle a débuté depuis 3 ans. Et fallait commencer à s'intéresser avec le contexte macro et tout. Il y a déjà quelques mois en arrière, arriver là maintenant, tout de suite, parce que tout le monde en parle, les médias, les réseaux, et que vous voyez de la queue, et que tout le monde vous dit c'est le nouvel Eldorado, il faut détenir de l'or physique maintenant, ou même papier. Attention, généralement c'est un signe comme quoi il faut faire l'inverse. Et pour revenir justement sur ces mouvements brusques que l'on peut avoir, le Palladium, comme je te le disais, tu vois, à la fin de l'année, en mois de décembre, il a quand même perdu 30%. En l'espace de 3 jours, en 3 séances, on a une bougie énorme de -16, 30% si on prend la mèche. Bon, derrière, c'est reparti, mais quand ça va décharger, ça va être violent. Ça va vraiment être violent. Tu l'as même souligné toi, il y a une volatilité implicite, je crois, à plus de 108% annuel. C'est du jamais vu depuis des décennies. Quand ça va corriger, regardez, le Palladium, il a corrigé hier, -14, pour reprendre aujourd'hui 10%. Mais tôt ou tard, ça va corriger. C'est une question de temps maintenant. Est-ce que ça va être demain, dans une semaine, dans 10 jours ou dans 3 semaines? Honnêtement, c'est pas important pour moi. Ce qui compte, ça va être vraiment de prendre des bénéfices, d'alléger et de sécuriser mes positions. C'est ça le plus important. Mais par contre, vous dire que quand ça va corriger, commencez pas à payer dès que ça perd 2 ou 3%. Attendez vraiment un gros niveau technique très bas. Là, pour moi, ce serait un point d'entrée pas avant les 80, voire même les 70. Il y a rien d'intéressant avant. Je pense que si ça corrige, vraiment, ça sera à coup de 15, 20, voire même 30% après une telle hausse, étant donné la forte volatilité que tu as souligné dans le début du live. Merci Joris. Est-ce que tu as tout dit sur les métaux précieux? Eh bien, globalement, oui, je voulais revenir sur le Palladium et vous montrer à quel point une correction pouvait vite arriver, et ce fut le cas à la fin de l'année. Et pour finir, le Platinium, qui a été pareil. Bon, on voit, hein, ça repart, hein, mais on a des mouvements assez violents. Voilà, -15. Et là, si on prend depuis le sommet, on a une correction de 25%. Donc, ça peut vraiment arriver. Et là, me dire payer maintenant, bah, je suis pas fan, mais on peut très bien avoir une correction de 25% et repartir. Donc l'idée sur le gold ou l'argent métal, ce serait pareil. C'est-à-dire l'idéal pour moi, ce serait de payer vers 4004. Voilà, si on revient sur 4004, là on aurait une zone très intéressante pour payer ici. Voilà, ce serait un niveau et rejouer peut-être une jambe de hausse en direction des 6000. Et le silver, pareil. Moi, j'aimerais qu'on perde plus de au moins 30%, peut-être revenir à 80 dans un premier temps. Mais là, sur ces niveaux-là, non, j'estime que c'est un peu de la folie et ouais, faut être fou pour payer sur ces niveaux-là après une telle hausse parabolique.
Ça marche. Je te propose de parler de toi, Joris, et de tes actualités. Je sais qu'en fin d'année dernière, tu as lancé un programme de formation. Tu en as beaucoup parlé sur les réseaux. Voilà, comment tu te sens en 2026, sur quoi tu bosses, et est-ce qu'on peut inviter nos auditeurs à te suivre, à découvrir tes services, et idéalement à y souscrire? Oui, totalement. Effectivement, 2025, c'était une grosse année pour moi. J'ai un peu disparu des réseaux, pour me consacrer à une formation, d'analyse graphique, analyse technique, où je dévoile un peu, bah, tous mes secrets, toute ma méthode, comment j'investis, comment je repère, là où vont les flux, comment je définis mes stratégies en début d'année, quel screener j'utilise, quel site internet, j'utilise pour, voilà, détecter là où va l'action, là où va les flux, savoir, sur quel secteur il faut miser, quel secteur il faut jouer et Est-ce que donc peut-être tu peux mettre en fond d'écran ton site avec l'offre? yes, hop. Parfait. Donc ici, c'est le site avec, la home page où je propose justement, bah, Aïe aïe aïe, juste vidéo bourse. exactement. Big up. Et où je présente justement, bah, une newsletter, qui est gratuite. Alors j'ai pas commencé à envoyer les premières newsletters, j'attendais d'avoir une base un peu plus profonde pour, débuter cette newsletter. Surtout que, j'ai terminé le site à la fin de l'année en fait. J'ai terminé ce site j'ai débuté en novembre 2025, donc j'ai travaillé dessus pendant 6 mois. Ah, il est magnifique. Eh ben merci. Donc ouais, création, du site de A à Z. Alors c'est pas moi qui l'ai fait bien sûr, j'ai fait appel à un web designer, mais plutôt le contenu de la formation, qui prend quand même, pas mal de temps. Pour créer une formation de A à Z, ça m'a quasiment pris, 6 mois et c'est une formation, dans lequel, eh bien, j'explique, toute ma méthode. Donc comment je travaille sur les marchés. C'est une formation qui est tournée essentiellement pour celles et ceux qui s'intéressent, je dirais, majoritairement aux actions. On peut aussi l'utiliser sur les ETF ou même les métaux précieux. Pas spécialement adapté, je trouve, pour les crypto-monnaies, sauf si c'est pour jouer des mouvements, des cycles et on est surtout sur une formation, je dirais, de suivi de tendance, de trend following. On n'est pas sur de l'intraday ou sur du scalping, on est plutôt sur du swing trading, trend following. On joue vraiment des scénarios sur, voilà, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, que sais-je? En fait, le but, c'est vraiment d'aller chercher, une tendance et de surfer dessus jusqu'à qu'elle reste, vivante et qu'elle reste en place et donc effectivement, en tout, il y a 13 chapitres complets, 67 modules. C'est une formation qui est assez interactive dans le sens où j'ai, essayé d'encapsuler à la fois tout mon savoir, mais aussi, de la rendre, vivante avec un espace, où il y a c'est une formation papier. À la fin, il y a toujours une petite partie, vidéo pour passer de la théorie à la pratique et si les personnes ont un peu des doutes ou, ont pas compris certains concepts, eh bien, ils ont la possibilité sous chaque module de me poser, des questions, mais aussi, bah, moi je peux leur répondre derrière et ils peuvent partager des graphiques et ça permet, voilà, de rendre, chaque module assez vivant. Les membres peuvent s'aider entre eux justement en répondant, sous les commentaires et puis moi, bah, ça me permet, voilà, d'entretenir un lien, d'entraide et à la fois avec une communauté et puis ça permet, voilà, à chaque membre de pas rester bloqué, d'avancer à son rythme, de partager, voilà, ses idées pour savoir si la méthode a bien été comprise, bien et si elle est bien maîtrisée et voilà, il y a 13 chapitres comme ça où on me voit à chaque fois en vidéo et pour, celles et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, il y a aussi un service, voilà, de coaching que je propose, à la fin, soit pour des personnes déjà expérimentées qui veulent, qui ont déjà leur propre stratégie, mais qui souhaitent aller un peu plus loin, découvrir un peu, ma méthode, comment je travaille ou, peut-être des personnes qui ont fini la formation, mais, qui ont peut-être besoin d'approfondir, voilà, des méthodes, des outils, mieux comprendre comment je les utilise et auquel cas ils ont aussi la possibilité, voilà, d'accéder à du coaching et ici, pour terminer, c'est,
Eh bien, les différents modules qu'on va trouver dans cette formation. Donc comme je te disais, c'est une, formation surtout, technique. Moi, mon fer de lance, ça reste l'analyse graphique, l'analyse, technique. Bien évidemment, je couple parfois de temps en temps avec, de la macro, mais pour cela, j'ai mis en place des screeners que je donne et que je donne gratuitement, enfin que je donne dans la formation, sur Zone Bourse, mais aussi sur ProRealTime, qui me permettent moi de déceler justement en fait, des dossiers qui m'intéressent selon, certains critères, soit des critères techniques avec, des volumes, une tendance, des cassures de niveau, de breakout, mais aussi des critères fondamentaux sur, voilà, de la croissance, des bénéfices à venir. Donc ça me permet vraiment de lier, j'ai envie de dire, l'utile à l'agréable, mais on est surtout, voilà, concentré et focus sur l'analyse graphique. Donc, heu, il n'y a pas besoin de démarrer avec un niveau, exceptionnel en bourse ou même en analyse graphique. On peut démarrer vraiment, par la base et j'essaye de, voilà, de vous délivrer mes connaissances sans vous noyer dans une tonne d'informations, inutiles ou il y a tellement de choses sur l'analyse technique à connaître et à savoir que parfois on se perd. Je prends l'exemple des bougies japonaises ou des figures chartistes. Les patterns, je pense qu'il en existe au moins plus de 50, 60 à connaître. Les figures chartistes, il y en a plus de 24. Mais moi, j'essaie de faire un condensé et de dire, en fait, dans toutes ces figures chartistes, celle qui fonctionne vraiment, ça va être celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, 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 dans telle condition et dans telle condition. Pareil pour les chandeliers japonais, il en existe peut-être 50 à connaître, mais moi, j'utilise peut-être que 8 chandeliers japonais, ça va être celui-ci, 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 dans quel contexte et voilà où le taux de probabilité est le plus important et ça permet vraiment de réduire, cette densité et de se concentrer uniquement sur ce qui fonctionne dans des cas précis. Donc, vraiment en introduction, ce sera voilà, on met le pied à l'étrier, on apprend à découvrir les supports, les résistances, les droites de tendance, les figures chartistes, les chandeliers japonais et ensuite je dévoile un peu, mes différentes méthodes. Voilà, j'ai développé en tout, 4 méthodes, des méthodes qui permettent une méthode qui permet de, je dirais, détecter, les petites pépites avant la foule. Donc comme ce fut le cas, comme je te le disais, pour mes minières en 2024-2025, comment j'ai pu repérer ces sociétés avant que tout le monde en parle. Ensuite, une fois que la tendance est lancée et bien en place, bah, comment monter dans le train? Donc, ceux qui se disent: «Punaise, je suis pas monté dans le train au début, mais je remarque qu'il y a du flux, qu'il y a de l'action et que, ça va encore aller plus loin. Comment je peux faire pour monter dans ce train?» Donc là, j'ai développé une deuxième méthode pour expliquer aux gens: «Très bien, vous avez repéré qu'il y a de l'action, qu'il y a du flux. Maintenant, je vais vous dire comment monter» et ensuite, une troisième méthode où, je dirais, c'est pour les marchés un peu plus tendus. Justement, c'est quand on a des phases de stress et de panique. Et ce fut le cas au mois d'avril, 2025 avec Donald Trump, quand les marchés, perdent, beaucoup très rapidement, de l'ordre de 10-15-20 et tombent un peu en ligne droite, et que tout le monde panique. Comment faire pour se positionner correctement? Parce que c'est là, en fait, où on peut faire vraiment de très beaux gains mais il faut pas non plus payer, n'importe comment et donc j'apprends dans cette méthode à tracer correctement des zones, ce que j'appelle c'est des interventions sur zone, des grosses zones trimestrielles, mensuelles et une fois qu'on vient taper ces zones-là, bah, ça nous permet de rentrer plus sereinement quand on sait que généralement, bah, c'est pas un support, daily ou un support 15 minutes. On parle de zones trimestrielles, annuelles, voire mensuelles et donc la probabilité qu'elles tiennent est quand même assez élevée et ça permet de rentrer sur de belles valeurs à prix de discount et si notre scénario est bon derrière, ça peut donner de très belles envolées, hein. Si on regarde là depuis avril 2025 entre le point bas et le point haut sur les indices, on a quand même fait un rallye de quasiment 40 et des valeurs qui se sont volées, voilà, je pense à des très belles valeurs comme, bon, bah, Nvidia, Alphabet, Microsoft. Il y avait de très beaux gains à réaliser, dans ce marché un peu panique en 2025. Mais comme c'était le cas en 2024 avec, le débouclement des positions sur le carry, le yen, pareil, il y a des moyens d'intervenir sur de très belles zones et de rentrer sur des niveaux vraiment très très attractifs. Donc voilà un peu les différentes méthodes que j'ai développées. Et une dernière méthode, c'est plus pour les petites valeurs qui sont, fraîchement introduites en bourse et qui permet de savoir, quand, pareil, monter dans le train, en profiter, heu, avoir le bon timing finalement. Et enfin, une petite partie, psycho, money management toujours très important, c'est un peu
ce qui fait la différence entre les traders perdants et les traders gagnants. Et j'ai essayé de faire voilà, une grosse partie sur la gestion du risque. Je développe mon money management, quels risques j'applique pour mes positions, et une partie psycho, parce que je trouve que on en parle quand même suffisamment, peut-être pas assez chez certains formateurs sur les réseaux, mais la psychologie, ça fait tout. On peut avoir la meilleure méthode au monde, mais si on n'a pas de psycho sur les marchés, bah, certains vont faire 20% à la fin de l'année et quelqu'un qui a une psycho d'acier va être capable, lui, de faire plus 40, plus 50, plus 60 sur une année. Tout ça parce qu'il est capable de tenir ses trades dans le temps, dans la durée, et sans se faire retourner le cerveau par les news qui disent tout leur contraire, les réseaux qui paniquent à la fois à la hausse comme à la baisse. Donc tout ça, forcément, ça crée des biais. Et ça peut, voilà, nous embrouiller l'esprit. Et le but, c'était essayer de comment cadrer correctement ses émotions pour dire: «OK, moi j'ai un plan, tant que mon plan n'est pas invalidé, je reste, peu importe ce que dit BFM TV, peu importe ce que dit les réseaux, peu importe ce que dit ma boulangère, peu importe ce que dit un tel analyste, j'ai un plan, je vais jusqu'au bout tant qu'il est pas invalidé. Moi, c'est tel indicateur que je regarde, tel niveau que d'invalidation», et c'est ça qui finalement fait à la fin, je trouve, une différence de performance, même si on a, voilà, la même méthode, de la psycho, heu et reste quand même hyper important, surtout dans le milieu du trading. Donc voilà, plutôt une formation basée sur le swing trading, mais pour moi, je dirais surtout de l'investissement, parce qu'elle n'est pas réservée aux traders. Je voulais qu'elle soit vraiment faite pour, tout le monde, toutes celles et ceux qui s'intéressent, à l'analyse graphique, à l'analyse technique et qui souhaitent, débuter, j'ai envie de dire, sereinement sans, s'attaquer au trading. Bien sûr, elle peut s'adapter à votre trading. Moi, je m'en sers quotidiennement, mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps devant les marchés, qui a seulement 30 minutes ou même pas, je dirais quelques heures par semaine, ben, il peut appliquer cette méthode, notamment grâce au screener. Il va gagner énormément de temps. Il aura juste à placer des alertes. Et une fois que ça sonne, payer, placer son stop, fermer les écrans. Donc, j'ai vraiment essayé de faire une formation, un condensé de mes connaissances, mais qui soit accessible à toutes et à tous. Je te remercie, Joris. J'invite nos auditeurs à découvrir la formation. Le lien est en description. Ce sera tout pour ce soir. Beau travail d'analyse. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Eh ben, écoute, pour moi, non, pas grand-chose, hein. Je pense qu'on a fait un beau tour, d'horizon, sur les classes d'actifs qui nous intéressaient, là où tout le monde en parle justement. C'est vrai qu'on pourrait parler encore de plein d'autres choses. Il se passe tellement d'actions, je trouve, cette année sur les marchés financiers. En tout cas, c'est ce que je disais à certains membres de ma communauté, j'ai rarement vu un début d'année aussi explosif, sur les marchés, à la fois à la hausse comme à la baisse. C'est parti dans tous les sens, secteur de la défense, secteur de l'uranium, secteur des métaux précieux, secteur de la santé, secteur de l'énergie. On a déjà des secteurs qui gagnent entre 10, 15, même 20 depuis le début de l'année, et je disais: «Waouh, j'ai rarement vu un début d'année aussi explosif», et puis il suffit que Trump, nous mette en place des petits tarifs douaniers pour que les marchés perdent d'un coup 4 puis finalement repartent à la hausse. Donc vraiment un marché qui s'annonce palpitant en 2026, mais j'ai l'impression que ce sera aussi le retour de la volatilité parce que, waouh, c'est quand même assez impressionnant d'avoir autant de volatilité sur les métaux précieux, comme tu l'as souligné, mais aussi sur d'autres classes d'actifs, hein. Comme, je te le disais, je vois l'uranium ou secteur de l'énergie. C'est juste, impressionnant ce qui se passe, secteur de la défense aussi, et il y a vraiment de jolis coups à faire en ce moment, tout en étant prudent, en étant capable de bien gérer son risque. Mais je pense que voilà, 2026, si on a un beau plan de route et qu'on sait tout de suite où on se dirige, heu, il y a moyen vraiment de faire encore de très beaux gains, à mon avis, cette année-là. Ça marche. Je te dis à bientôt. Je te suis sur Twitter notamment, mais bah voilà. Les réseaux permettent de suivre ton travail très régulièrement. À bientôt, Joris. Et ben merci à toi Fabien, et puis, bah, à bientôt pour une nouvelle interview et de nouvelles prévisions, à venir.